Quasiment 19h sur CNews, merci d'être avec nous pour Face à Philippe Devilliers. Cher Philippe, bonsoir. Bonsoir Elliot, bonsoir Geoffroy. Geoffroy Lejeune est avec nous comme chaque vendredi soir. Les informateurs bien informés, Philippe Devilliers, ont encore frappé. Ce n'est pas une photo d'enfance, ce n'est pas une archive, ce n'est pas une séquence d'un débat. Cet informateur bien informé est un média dont je tairai le nom, mais qui m'annonce une bonne nouvelle, puisque avec 2,8 millions de visiteurs depuis le début de l'année et avant la fin de la saison début novembre, le Puy du Fou a déjà battu son record de fréquentation. Et c'était déjà l'année dernière. Félicitations. Merci beaucoup. Quand même. 2 800 000. Moi, je ne suis pas étonné parce que les efforts qui sont faits par les uns et par les autres, toute l'équipe autour de Nico, mon fils, sont tels que voilà, les fruits de l'excellence apparaissent et je pense qu'on est au tout début de l'aventure. Benjamin, vous savez, qui travaille sur l'émission avec nous, me demande dans l'oreillette, est-ce que nous sommes comptabilisés? Est-ce que les poussins que vous nous avez offerts sont aussi comptabilisés dans les 2 800 000? Les poussins, ils vont bien, je vous signale. C'est bien pour ça que je demande des nouvelles. Et le problème pour Ben et vous, c'est que ça va faire 2 coques. Et il ne faut pas mettre 2 coques dans le même poulailler, on va toujours. Aïe. Bon, on va revenir en longueur parce qu'il y a une autre information très importante, Philippe Devilliers, c'est que Mémoricide, votre livre, est déjà dans les librairies. Il est sorti quelques jours plus tôt. Il est sorti ce vendredi. Vous savez ce qui s'est passé? Non, racontez-nous. Le livre devait sortir le 30 octobre. Et il y a eu tellement de précommandes, comme on dit, de pré-demandes, que Lise Boel, PDG de Fayard, a décidé d'envoyer les camions dans la nuit. Et le livre est arrivé ce matin. Eh bien, nous allons en parler en longueur dans la deuxième partie de l'émission. Mais avant cela, un sujet s'impose. Et s'est imposé à nous ces dernières heures. Plus qu'un sujet, c'est une proposition de la ministre de la Culture, Rachida Dati. Elle souhaite rendre l'entrée dans la cathédrale Notre-Dame de Paris payante. Un ticket à 5 € avec pour objectif d'utiliser les recettes pour sauver les églises de France. Proposition soutenue d'ailleurs par le ministre de l'Intérieur et des Cultes, Bruno Retailleau. Voilà ce que dit Rachida Dati. En faisant payer 5 € seulement par visiteur, on récolterait 75 millions d'euros. Geoffroy Lejeune. On a l'impression que c'est le sens de l'histoire, la marche du progrès, que presque tout le monde est pour, ou presque est pour cette excellente idée. Alors Philippe, est-ce qu'il faut faire payer l'entrée de Notre-Dame de Paris? Moi, je suis indigné. Partant d'inculture. Il fut un temps où c'était l'Église qui faisait la quête, et maintenant c'est l'État qui fait la quête. On est à fond renversé. Je vais vous dire pourquoi je suis indigné. D'abord parce que il faudrait que Esmeralda Dati connaisse l'histoire de Notre-Dame de Paris et l'histoire des lois françaises, et notamment la fameuse loi de 1905, qui est une loi où, selon laquelle l'État récupère le patrimoine des cathédrales et des églises, et en contrepartie, selon l'article 17, sauf erreur de ma part, impose l'idée qu'il n'y aura jamais de taxes et de redevances et que l'entrée sera toujours gratuite. Donc il y a une sorte d'engagement mutuel, si l'on peut dire, confiscation des biens, c'est la loi de 1905, qui est dans le prolongement de la constitution civile du clergé, et en même temps, en contrepartie, pas de taxes, pas de redevances. Donc là, on est dans l'illégalité la plus totale. Donc le dossier n'a pas été travaillé. De la part du ministère des Cultes et de la part du ministère de la Culture. Bon, disons qu'à se concerter et travailler. Il y a d'ailleurs des conseillers dont c'est la spécialité quand même. Ensuite, il y a un deuxième point. Alors, j'ai trouvé le communiqué de Monseigneur Ulrich, l'archevêque de Paris, absolument remarquable. Il faut le lire, le relire. Et notamment sur un point, c'est que l'Église ne doit pas devenir un musée.
il y a une différence entre un musée et une église. Je le dis à la ministre de la Culture. C'est que dans un musée, on paye et on voit des œuvres qui sont mortes. Et d'ailleurs, comme disait Chirac, on les fait mourir pour la deuxième fois, parce que quand on les décroche de la vie où elles étaient, on les sort de leur contexte vital. Mais dans une cathédrale, quand il y a le tombeau d'Isabelle de Hainaut, dans la nef, où il y a la couronne d'épines, est-ce qu'on taxe la couronne d'épines ? Est-ce qu'on taxe la prière ? Est-ce qu'on taxe l'élévation des âmes ? Et puis, il y a une question plus fondamentale que ça. Je vous ai entendu hier tous les deux, vous étiez excellents avec William. Merci. Ouais. Et vous avez dit une chose très juste. C'est un symptôme de la déchristianisation. Et le symptôme, c'est qu'en fait, la ministre de la Culture et le ministre de l'Intérieur sont tellement hors de ce qu'est la perspective historique de la civilisation française qu'ils disent ça avec candeur et bonne volonté. Mais en réalité, c'est quoi la cathédrale Notre-Dame de Paris ? C'est la maison de tous les Français. Malraux disait très bien, un monument historique classé offrant ses façades au regard des passants n'est plus tout à fait la propriété de celui qui le possède, mais par une sorte de prescription acquisitive, il devient la propriété de ceux qui le regardent, pourvu que ce soit un regard d'amour. Et donc, Notre-Dame de Paris, comme disait Victor Hugo, c'est la maison de tous les Français. C'est-à-dire que ce vaisseau renversé, cette arche de Noé, a accueilli nos forêts, nos jardins, jusqu'à nos grimaces qui sont devenues des gargouilles, nos transparences de l'âme immémoriale avec les vitraux. Le peuple français a déposé ses chefs-d'œuvre dans ce haut lieu qui lui appartient. Alors, il y a l'affectataire, l'évêque, et il y a le propriétaire en titre, l'État, mais le véritable propriétaire, c'est le peuple français. Et donc, moi, je dis, pas touche à Notre-Dame. Si vous voulez trouver 75 millions d'euros, ce qui est absolument nécessaire, si vous voulez, moi, j'ai des pistes. Par exemple, l'audiovisuel public a été augmenté de 75 millions d'euros cette année. On peut peut-être leur demander un peu de modération. Ouais. Et c'est prière contre prière, vous voyez, entre l'audiovisuel public et Notre-Dame de Paris. Voilà. Et donc, qu'on laisse les pèlerins, qu'on laisse les touristes, qu'on laisse les passants, qu'on laisse les paroissiens, qu'on laisse même les réfugiés, qu'on laisse ceux qui trouvaient asile au Moyen-Âge dans les églises. L'église, c'est le lieu du refuge et de la supplication. Qu'on laisse, par les temps qui courent, les Français supplier comme ils l'entendent gratuitement. Supplier pour que les hommes politiques retrouvent la tête et le cœur et la civilisation française. Philippe de Villiers, régulièrement vous avez abordé dans cette émission la lutte contre la drogue. On a appris qu'un député La France Insoumise, député de Loire-Atlantique, Andy Kerbrat, avait été pris en flagrant délit d'achat de stupéfiants, une drogue de synthèse, la 3-MMC, son dealer, un mineur. À droite, nombreux sont ceux qui appellent à sa démission. À gauche, beaucoup plaident l'accompagnement, voyant en la consommation de drogue une addiction. Et cette affaire vous a rappelé une séquence des années 60, 1959, si mes souvenirs sont bons, avec l'un des plus grands comédiens de notre histoire, à savoir Bourvil. Alors regardons la séquence, puis ensuite on va demander mais pourquoi vous avez pensé à cela. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en tant que délégué de la Ligue anti-alcoolique, je vous parlerai de l'eau minérale, de l'eau ferrugineuse. L'eau
L'eau ferrugineuse, comme son nom l'indique, contient du fer. Du fer. Et le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Geoffroy Lejeune. Rappelons que Bourvil a eu un fils qui est devenu député d'ailleurs. Philippe, pourquoi avez-vous pensé à cette séquence? Pourquoi avez-vous pensé à Bourvil? Et quelle analyse, plus sérieusement, faites-vous de toute cette affaire? C'est très simple. J'ai vu que le fameux député avait signé une pétition et qu'il militait contre la drogue. Il y a 4 jours. Et 4 jours après, il se fait gauler avec un mineur qui lui vend de la drogue. Et donc, inévitablement, j'ai pensé à Bourvil, parce que, si vous voulez, je vais vous la faire. L'alcool, non. L'eau ferrugineuse, oui. Alors maintenant, on va faire Cabra, ensemble. La cam, non. La coke, oui. Donc, il y a... les gens de LFI sont des militants tribuniciens qui vivent un oxymore de vie. Ils sont pour le féminisme, et Catalin se fait coincer, ils sont pour Rima Hassan, problème financier, etc. Ils vivent 2 vies à la fois, dans leur vie militante. Et en fait, leur rêve, là, ça serait de faire de l'Assemblée nationale une salle de shoot. Vous voyez. Et à ce sujet, je voudrais dire ceci. J'ai quelques accointances parmi mes vieilles amitiés dans le milieu politique. Et ce qu'on me dit, c'est que le médecin de l'Assemblée a beaucoup de travail en ce moment. C'est très sérieux. Et il y a un magistrat qui s'appelle Charles Prats, que vous connaissez, qui est tout à fait remarquable, ancien pilote d'avion, et qui a dit ce matin, il faut faire comme pour les pilotes d'avion, tous ceux qui ont les destinées du peuple en main, proposition reprise par Elliott d'ailleurs au téléphone. En fait, 2 avions à réaction, quoi. Charles Prats et Elliott Deval. Et alors, il a dit, les pilotes d'avion, on les contrôle, normal, ça rassure les passagers. Il faut qu'on contrôle les députés, les sénateurs, et en fait, tous ceux qui ont charge d'âme. Mais moi, je vais plus loin. Le problème de la drogue, c'est d'abord la consommation. Quelqu'un a dit récemment, les consommateurs du sang sur les mains. Bon, voilà. Et donc, en fait, comment Jean-Luc Mélenchon peut-il dire, et Sandrine Rousseau peut-il dire, on attend que tu reviennes, reviens-nous en forme. Non, mais c'est... et pendant ce temps-là, il y a les policiers de France, partout, à Nice en ce moment notamment, qui mettent leur vie en jeu pour démanteler les trafics de stupéfiants. Voilà. Moi, ce qui me frappe, là, c'est que LFI, enfin, la gauche, elle est en train de filer un très mauvais coton. Pourquoi ? Parce que dans les guerres qui sont menées ou mal menées par les pouvoirs publics, la gauche est du mauvais côté. Dans l'affaire du terrorisme islamique, quand il y a des appels à l'intifada, les députés de la France insoumise sont dans la rue, derrière celui qui appelle à l'intifada. L'intifada, c'est la guerre des pierres. Les mots ont un sens. Ensuite, dans le drame de Philippines, ils étaient du côté de l'OQTF, en fait, parce qu'ils sont du côté de l'immigration invasive. Et dans le débat du narcotrafic, vous imaginez ce que peuvent penser les magistrats de Marseille qui ont dit « on a peut-être perdu la guerre ». Et en fait, dans une société où il y aurait la poigne, comme Peggy disait, le français est poignard. D'ailleurs, on voit bien dans les sondages. Le français, il veut de la poigne. S'il y avait de la poigne, moi, je pense qu'il faut envisager à terme l'interdiction de LFI.
parce qu'ils sont en train de se mettre au banc de toute forme de légalité, de légitimité. Si jamais ça va plus loin avec l'islamisme, avec l'intifada, si jamais ça va plus loin avec la drogue, si jamais ça va plus loin avec la délinquance de rue, qui fait qu'on ne peut plus sortir de chez soi, ceux qui sont les collaborateurs, la 5e colonne, il va falloir les regarder différemment. Hein. C'est un sujet qu'on pourrait traiter en longueur, revenir sur justement ce que vous pensez, l'analyse que vous faites de la France insoumise. On ne s'attendait pas à ce que on ait une telle déclaration à l'instant. Avançons un peu dans notre émission. Philippe de Villiers, vous, dans l'actualité également et actualité internationale, revenons sur la 16e réunion des BRICS à Kazan, en Russie. Première réunion depuis l'élargissement du groupe en 2023. Je rappelle que dans ces BRICS s'ajoutent l'Égypte, l'Iran, les Émirats arabes unis et l'Éthiopie. Une attractivité grandissante et un ordre mondial bouleversé. Je vous propose d'écouter Xi Jinping, le chef d'État chinois. Nous devons être une force stabilisatrice pour la paix, renforcer la gouvernance en matière de sécurité et explorer des solutions aux principaux problèmes qui s'attaquent à la fois à leurs symptômes et à leurs causes profondes. Geoffroy Lejeune. Vous en avez souvent parlé ici, Philippe, mais est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, les images qu'on vient de voir sont en train d'annoncer le basculement du monde ? Incontestablement, ouais. Elles me font penser à ce que j'ai vécu, moi. Le 9 novembre 1989, c'est la date clé. Ce jour-là, on nous annonce le nouveau monde. Je me souviens du solo de Rostropovitch, solo de violoncelle, émouvant, magnifique. Et dans les jours qui suivent, c'est l'euphorie. Dans tout le monde occidental. Le mur est tombé. C'est fini. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Toutes les nomenclatures de l'Occident prononcent les mêmes mots. En reprenant le mot de Laurent Fabius, nous allons toucher les dividendes de la paix. On croit à la paix perpétuelle par le commerce. Enfin, le libéralisme triomphe. Et tout le monde écoute, lit, relit Fukuyama, l'historien, qui dit « l'histoire est finie ». On a 1000 ans de paix devant nous, parce que on va vers un monde unifié et unifié par le commerce. Il n'y aura plus de frontières, il n'y a plus besoin d'avoir des nations. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé pendant un certain temps. Sauf que ce nouveau monde est en train de devenir l'ancien monde. Pourquoi ? Parce qu'il y a 3 phénomènes qui sont intervenus depuis une dizaine d'années et qui s'accélèrent. Le premier, c'est le retour des États-puissances, avec le retour des logiques de puissance. C'est-à-dire, pour prendre une image, les Turcs rêvent de l'Empire ottoman, à nouveau. Les Perses rêvent, les Iraniens rêvent de l'Empire perse. Les Chinois rêvent de l'Empire du Milieu et les Russes rêvent de l'accès aux mers chaudes. On a l'impression de revivre ce que Kissinger appelait le retour du monde néo-westphalien. Le deuxième phénomène, c'est le différentiel de natalité qui est lui-même un basculement du monde, puisque l'écart démographique est en train de se creuser entre le Nord et le Sud. Le Nord, sous l'effet de l'hédonisme et du nihilisme d'État, se stérilise et planifie dans l'euphorie et l'insouciance sa propre disparition. Pendant que le Sud se déverse dans le Nord et vit d'une idéologie nouvelle qui est l'idéologie de la revanche, et qui est une réplique du traité de Tordesillas. Tordesillas, c'est 1494, 2 ans après la découverte des Amériques par Christophe Colomb. Sous la férule du pape, on prend un méridien et on divise le monde en 2, les Portugais, les Espagnols. Et c'est la grande
civilisation, la grande colonisation du monde. Et là, c'est la revanche. Le Sud global, en fait, c'est la revanche de Tordesillas, c'est-à-dire on va décoloniser le Nord, disent-ils, et on va peut-être le recoloniser. Et c'est ce qui est en train de se préparer. Et le troisième élément, et là on touche aux images que vous avez montrées, c'est que c'est la défaillance, la grande défaillance des institutions internationales. L'ONU, l'OMC, la Cour pénale internationale, etc., n'ont plus de dimension prescriptive. On ne les écoute plus, on ne leur obéit plus. Et par rapport à cela, qu'est-ce qui se passe? De nouvelles institutions sont en train de naître, dont les BRICS. À Kazan, vous vous rendez compte, il y avait le Brésil, B, la Russie, R, l'Inde, I, la Chine, C, S, Afrique du Sud. 22 pays. Donc la moitié du monde, en fait. La moitié de la population mondiale. Et leur idée, l'idée des BRICS, elle est d'installer petit à petit un nouvel ordre international, post-occidental, sur le plan commercial, fin de l'OMC, sur le plan monétaire, la dédollarisation du monde, c'est en cours, ça y est, c'est parti. Sur le plan financier et naturellement sur le plan géopolitique. Et donc notre vision du monde, et je suis content que vous m'ayez posé cette question parce que c'est quelque chose qui me hante. Je vois ce monde qui bascule et nous, en fait, de quoi on s'occupe? On s'occupe, sans en parler jamais, du conflit de l'Ukraine. Et en disant, Poutine est isolé, les sanctions font leur effet, etc. On a tout faux. Justement, très rapidement, Philippe de Villiers, avant la publicité, pour qu'on puisse revenir en longueur sur votre ouvrage, dans ce sommet à Kazan, autour de Vladimir Poutine, en plein conflit contre l'Ukraine, conflit qui est de moins en moins, vous avez raison de le dire, traité dans les médias. Où en sommes-nous, Philippe de Villiers, et que devrait faire la diplomatie française? Alors, d'abord, où en sommes-nous? Je vais vous répondre sur le terrain, pour autant qu'on puisse le savoir. Sur le terrain, ça va plutôt bien pour les Russes et ça va plutôt mal pour les Ukrainiens. Pour les Ukrainiens, il y a plusieurs critères. D'abord, on voit bien qu'ils reculent, ils perdent des kilomètres carrés toutes les semaines. Ensuite, l'opération de Koursk a été une victoire à la Pyrrhus. Ils sont pris dans ce qu'on appelle, dans la logomachie des militaires, un phénomène de chaudron. Et enfin, et surtout, ça m'a intéressé de lire ça dans la presse, l'âge du recrutement est maintenant de 40 ans. Donc il n'y a pas de réserve. En face de ça, on a la Russie. Les sanctions ont échoué. Non seulement elles ont échoué, mais vous savez, il y a une expression chez moi, chez les paysans orléans, qui va peut-être choquer, mais tant pis. La pisser sur une clôture. Vous voyez, ça veut dire l'effet boomerang. Ouais. Et faut pas pisser sur une clôture. C'est-à-dire qu'on a dit on va sanctionner les Russes, on va arrêter de se fournir en gaz russe. Ils se marrent. Non, pas du tout, j'écoute attentivement. On va arrêter de se fournir en gaz russe. Et alors du coup, on achète le gaz américain. Et les grands vainqueurs, c'est l'Amérique. Et on le paye 3 fois plus cher. Donc les sanctions, chapeau, c'est de la belle ouvrage, comme on dit. Bon, ensuite, l'isolement de la Russie. Alors là, on vient de le voir, l'isolement de la Russie. La moitié du monde, dont la Chine et l'Inde. Il faut être sérieux. Bon, et enfin, si vous comparez, j'ai cherché à savoir, quand les Ukrainiens tirent un obus, combien les Russes tirent d'obus? 10. Ouais. Donc, voilà. Alors, donc, il faut faire la paix. Il faut faire la paix. Il faut, premièrement, arrêter tout ce discours sur l'idée d'envoyer des missiles balistiques à longue portée sur la Russie, parce que la doctrine nucléaire de Vladimir Poutine est en train de changer. C'est plus une doctrine de non-emploi, c'est une doctrine d'emploi.
pas le temps de développer, mais on pourrait revenir. Donc, il faut faire attention. Et ensuite, la France, elle devrait sentir que, de toute façon, les choses vont se dénouer. Soit elle se dénoue sans elle, soit elle reprend l'initiative, et c'est la conférence de Paris, et on fait la paix. Et on fait la paix pourquoi ? Parce qu'on ne va pas continuer à écrire notre avenir sur le continent américain, nous, l'Europe. Il faut écrire notre avenir sur le continent européen. Or, comme disait De Gaulle, et comme disait Napoléon avant lui, l'histoire, c'est la géographie. La géographie, les Russes sont en Europe, et c'est pas la peine de les envoyer en Asie, ils y resteront pas, ils sont en Europe, il faudra faire l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, un jour ou l'autre. La publicité. On revient dans un instant pour la deuxième partie de Face à Philippe de Villiers. Un peu plus de 19h30 sur CNews pour la suite de Face à Philippe de Villiers, toujours avec Philippe bien sûr et Geoffroy Lejeune. Parlons de Mémoricide, Philippe de Villiers. Toute la seconde partie de l'émission, on l'accorde à votre ouvrage qui devait sortir quelques jours plus tard et désormais dans les librairies dès ce vendredi. Rappelez peut-être pour les téléspectateurs qui nous rejoignent à l'instant que c'est ce vendredi que Mémoricide est disponible dans les librairies. Première question, Philippe de Villiers, comment définissez-vous votre livre et quel est le filigrane ? D'abord, un mémoricide, c'est quoi ? C'est un attentat à la mémoire et donc à la civilisation. Mon livre, je l'ai écrit comme un viatique de survie. Un viatique, c'est une provision pour le voyage. Et un viatique de survie, pour moi, c'est une provision de piolet pour les âmes en altitude qui entreprennent de grimper le long de la paroi. Et pour lutter contre les éboulis, il faut leur fournir des piolets solides. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire avec ce livre. En fait, j'ai voulu faire un panorama général de ce qu'était la situation de la France. Un pays, c'est une romance. On a perdu un droit fondamental, le droit de rechercher et de faire vivre en soi le légendaire, l'imaginaire, qui ont fixé dans le temps un romanesque qui vient embraser le roman de nos vies. C'est complexe, un pays, un vieux pays comme la France. J'essaye de le définir ainsi. Il est victime d'un attentat. Je dis un pays, c'est une romance en fait portée par une mémoire salvatrice, la mémoire qui sauve, la mémoire qui s'en va, la mémoire qui revient et qui sauve. Qu'est-ce que ça veut dire, la mémoire salvatrice ? Ça veut dire une mémoire qui nous délivre de la mémoire pénitentielle. La mémoire pénitentielle, c'est quand on nous met en demeure de battre notre coulpe sur la poitrine de nos ancêtres. Et la mémoire salvatrice, c'est une mémoire qui nous délivre aussi de la mémoire invertie. C'est-à-dire, quand on nous invite à vivre à l'envers de nos pères, de nos mères, de nos repères, de nos ferveurs. La mémoire salvatrice, elle nous rend la symbolique, la grandeur, l'élégance, les affleurements de tendresse s'enfouis, les ferveurs, tout ce qui fait le sel de la vie. Et en écrivant ce livre, j'ai pensé et repensé au moment où Clovis est catéchumène à Reims. Il écoute, ils vont dans la vigne avec l'évêque vigneron. Et il entend l'évêque vigneron qui lui dit ce que l'écrivain grec Polybe avait déjà dit d'ailleurs. Toutes les sociétés obéissent à la même loi. Quand elles ont cessé de vivre de leur raison d'être et que l'idée même qui les a fait naître leur est devenue comme étrangère,
elles se démolissent de leurs propres mains. Le premier symptôme, dit l'évêque Rémy, c'est la honte. Quand on a honte d'avoir existé, quand on a honte d'avoir été brillant et convoité, nous y sommes. C'est mon livre. Geoffroy Lejeune. Alors, votre livre est conçu en 3 parties. Vous parlez d'ailleurs de 3 mémoricides. Est-ce que vous pouvez nous expliquer assez rapidement non d'ailleurs, pourquoi 3 mémoricides et lesquels? Alors, le premier mémoricide, c'est le mémoricide de la matrice millénaire de la France. C'est Robespierre, c'est la terreur. La fameuse phrase de Robespierre, quand j'ai vu à quel point l'espèce humaine était dégradée, je me suis convaincu moi-même de la nécessité d'un recommencement absolu de l'humanité. Le recommencement absolu de l'humanité. On efface tout, on recommence. Tabula rasa. Et en écho, il y a Saint-Just qui arrive et qui dit « Le bonheur est une idée neuve en Europe ». Ça veut dire qu'en fait, nous ne sommes pas devant un changement de régime. En tout cas, pas seulement. Nous sommes devant un changement de religion. Par la dépuration cathartique de l'homme, la Révolution française s'apparente à une annonciation de type eschatologique. Et d'ailleurs, les sans-culottes utilisent une sémantique théologique. Celle qui a très bien vu ça, c'est Mona Ozouf dans le Dictionnaire critique avec François Furet. C'est magnifique qu'elle dit, elle résume ainsi les choses. Il s'agit d'enserrer chaque individu dans un tissu de plus en plus serré de gestes, de rites, de croyances pour rivaliser avec l'emmaillotage ancien. Ça, c'est le premier mémoricide. C'est qu'on n'a plus le droit de penser à avant et de glorifier l'avant. Sauf que les historiens républicains, comme je le disais récemment, après Sedan, sont orphelins, ils ont la gueule de bois, et ils se disent, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus de fédérateur. Il n'y a plus le Saint-Crème, il faut qu'on invente un Saint-Crème de substitution, c'est le roman national. Et le roman national, en fait, il va produire des fruits inattendus, c'est-à-dire il va réunir les Français. Il va retrouver l'unité. Si vous me permettez juste une anecdote. Allez-y, bien sûr. Dans le grenier de Chambretot, d'un paysan de Chambretot, on a retrouvé, en 1977, un drapeau qui était le drapeau de la classe 14, des conscrits de 14. Et les conscrits de 14, c'était 2 classes, il y avait l'école libre et l'école publique. Et ils sont partis ensemble dans le même train, aux Épaisses, à la gare des Épaisses, pour Verdun. Et ils sont morts ensemble. Ils sont morts ensemble. Et ils ont crié « Ensemble, vive la France !» Et ils ont chanté ensemble la Marseillaise. Et sur le drapeau, qu'est-ce qu'il y avait décrit? Le drapeau, il est dans le spectacle du Puy du Fou, symboliquement. « Quand la France voudra ». Donc vous vous rendez compte de ce que le roman national a été capable de faire pour la France. Et puis, comme je le disais, Cohn-Bendit est arrivé, mai 68, cours camarade, le vieux monde est derrière toi. C'est fini. Ça, c'est le deuxième mémoricide, mai 68. Et mai 74, avec Giscard, qui m'avait dit un jour, il faut sortir la France de l'histoire, puissance moyenne, pour l'abriter du malheur. Donc, l'histoire, discipline d'éveil, c'est fini, on ne transmet plus. Et le troisième mémoricide, on est en train de le vivre. Le troisième mémoricide, c'est plus le mémoricide de la matrice, c'est le premier mémoricide, c'est plus le mémoricide de l'imaginaire, c'est le deuxième mémoricide. Là, c'est le mémoricide du passé tout entier, et même du présent. C'est le mémoricide woke. C'est la criminalisation du passé. C'est-à-dire, vous les Français, vous avez fondé votre prospérité sur l'esclavagisme, le colonialisme. Donc il est temps pour nous de vous décoloniser et de vous recoloniser. Et là, on rejoint le Sud global. Et le mouvement woke s'en prend à l'occidental et aux Français
qui cherche à tirer les leçons du passé et qui veut en retirer un peu de gloire, un peu de suc, un peu de ferveur. Nous sommes interdits désormais de notre passé. Et que fait la classe politique en face du mouvement woke? Rien. Je vais vous donner un exemple. Hier, il y avait le secrétaire d'État contre les discriminations. Othman Nasrou. Oui, c'est ça. Et à la fin, Romain Desarbes lui dit « Mais alors, c'est quoi alors, comment protéger l'intégration ?» Alors il dit « Ah ben c'est simple, les valeurs de la République. » Alors là, je tends l'oreille, moi. Parce que j'ai toujours pas compris, donc peut-être que là, je vais comprendre, comme c'est un gars de droite, apparemment. Et là, il énumère, et il dit la laïcité. Ensuite, il dit l'égalité homme-femme. Bon, bah oui, ça va de soi, oui. Et enfin, le respect des orientations sexuelles. Et alors, j'attends le 4e, la France, mais il vient pas. Donc, vous vous rendez compte que nos hommes politiques ne prononcent plus le mot France. Et c'est pourquoi mon livre risque d'être lu par beaucoup de Français qui se sentent étrangers dans leur propre pays. Je me permets juste de vous relancer. Je voudrais pas dévoiler tout ce qu'il y a dans le livre et je pense que les gens qui nous regardent voudront se faire leur propre opinion. Mais il y a quelque chose qui est très frappant dans votre ouvrage, c'est que vous êtes présent en fait dans beaucoup des étapes que vous venez de décrire. Par exemple, Sciences Po, vous êtes un ancien de Sciences Po, vous avez vu le passage. La construction européenne, vous avez une confidence d'un ancien Premier ministre qui vous dit, qui vous permet de tirer ce que vous appelez le fil du mensonge. Vous êtes au mur de Berlin, vous êtes un peu partout. En fait, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été, vous, un des témoins privilégiés de cet effondrement? Et d'ailleurs, je précise que vous racontez aussi une résurrection possible dans la dernière partie du livre. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai eu plusieurs vies. Sur le tard, une vie d'auteur, qu'on appelle écrivain. Bon. Mais avant, j'ai eu une vie de gouverneur territorial, la Vendée, etc., où j'ai créé le Vendée Globe, tout ça. J'ai eu une vie de lanceur d'alerte au niveau national. Et j'ai rencontré beaucoup de gens, et j'ai vu beaucoup de choses, et j'ai tout retenu, en fait. Pourquoi? Parce que j'étais dans l'urgence, en fait. J'ai vécu dans l'urgence. Je sentais les éboulis le long du mur, le long de la paroi, vous voyez. Et j'ai essayé, à travers ce livre, à chaque fois de raconter comment j'ai vu les choses à l'époque, comment je les vois aujourd'hui. Et c'est terrible de se dire, j'avais vu juste. C'est terrible. J'aurais préféré me tromper. Un de vos chapitres s'intitule « La droite court après la gauche déchue ». Pourquoi ce néologisme, Philippe de Villiers, la droite? Le clivage droite-gauche, j'explique ça, pour avoir bien connu la droite et la gauche, dans leur évolution. Ce n'est pas qu'un héritage historique. C'est aussi une réalité actuelle qui est fondée sur l'idée suivante. La droite, c'est le réel. La gauche refuse le réel. C'est le refus du réel. C'est la phrase de Faust, Méphisto. Je suis l'esprit qui toujours nie. La gauche nie, la droite affirme. Et pour les temps qui viennent, ce clivage prend une autre allure. C'est la limite et la non-limite. La droite pose la question « pourquoi ?» La gauche pose la question « pourquoi pas ?» C'est la différence entre la limite et l'illimitation. Parce que la droite croit à un ordre naturel qui borne l'homme en ses sagesses. La gauche ne croit pas en les sagesses de l'homme, elle croit à l'aventure, au progressisme transgressif. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est ce que je raconte dans mon livre. Aujourd'hui, sur les 3 grandes questions vitales, la droite
est victime de ce que La Fontaine appelait dans Le Renard et les poulets d'Inde le phénomène de l'hypnose. Vous savez, les renards, les poulets d'Inde qui regardent le renard qui tourne, ils sont tellement sous hypnose qu'ils s'endorment et ils les mangent. Donc et là, tout à l'heure, quand je voyais Barnier qui annonçait qu'on allait vivre dans le noir à cause du climat, que ça serait Dakar, à Nice, etc. Je ne sais pas quoi. En fait, je me suis dit, mais ça ne va pas la tête. Enfin, bon, on court après les écolos, on court après tout le monde, on court après la gauche. Et en fait, j'ai dit 3 questions. Première question, la souveraineté. Alors là, je l'ai vécu au premier rang. En 1992, c'est Mitterrand qui mène la danse. Chirac le rejoint, Giscard le rejoint, l'UDF, le RPR, ce qui fait dire à Philippe Séguin, cette phrase fameuse que je rappelle, la droite et la gauche sont 2 détaillants qui se fournissent chez le même grossiste qui tient boutique à Bruxelles. Donc sur la question de la souveraineté, sur la question de la nation, moi qui ai connu Perfit, Pasqua, etc., et Séguin, c'est fini. Deuxième question, la question de l'impôt et de la liberté. La droite, elle a toujours considéré que la valeur précède la valeur ajoutée. Elle n'est pas marxiste. Marx dit que ce sont les infrastructures qui produisent des superstructures, c'est ce que croit la gauche. La droite croit l'inverse, elle croit que c'est la superstructure qui crée les infrastructures. Donc la valeur, parce que la valeur, elle donne la fierté de créer, et donc l'aptitude à créer. Mais la droite, elle croyait aussi que c'est la sphère privée qui crée la richesse, c'est pas la sphère publique qui la consomme. Là, elle ne croit plus ça. Quand on voit que maintenant on veut taxer la prière à Notre-Dame de Paris, ils sont la taxomanie et pas simplement la toxicomanie. Voilà. Et donc, et troisièmement, alors c'est le plus frappant en ce moment, c'est le progressisme transgressif. La droite s'est excusée, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, d'avoir combattu pour la vie, avec la question de l'avortement. Elle s'est excusée d'avoir manifesté pour la famille et contre le mariage homosexuel. Et elle est en train de s'excuser de se battre pour les soins palliatifs et de se rallier au projet de loi sur l'euthanasie. En d'autres termes, la droite, aujourd'hui, c'est un composé de ce qu'elle était jadis et de ce qu'elle est devenue avec la gauche. C'est un magma en fusion. La droite, c'est la contraction des 2 mots, un peu de droite et beaucoup de gauche. La droite. Vous avez parlé de la droite, parlons de la gauche à présent. Pourquoi, selon vous, et c'est ce que vous exprimez dans votre livre, pourquoi la gauche est-elle déchue ? Elle est déchue parce qu'elle a muté. Là aussi, j'ai vécu, je pourrais raconter des choses extraordinaires, mais on n'a pas le temps. Il nous reste un peu de temps, non ? Il nous reste 12 minutes. Ah, bon. Alors, elle a muté. Tu vois, il y avait 2 mythes. Le premier mythe, c'était le mythe du grand soir, avec l'appropriation collective des moyens de production. Moi, j'ai vécu ça en mai 80. Hein. C'est pas vieux. Et le deuxième mythe, c'était le mythe du prolétariat, qui allait vaincre dans la lutte des classes. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Tout a basculé. Et je vais vous dire comment. En juin 84, François Mitterrand réunit ses collaborateurs et leur dit, voilà, il faut maintenant expliquer aux Français. Et alors comment ? Vous allez expliquer aux Français, on va faire une émission de télévision. Il commande à l'ORTF une émission qui va être vue par 22 millions de téléspectateurs, en coproduction avec le journal Libération. Et cette émission s'appelle « Vive la crise ». Et je connais bien cette émission, puisque on est venu nous voir et on m'a dit, ah ben voilà, il y aura 2 parties dans l'émission. La première partie, ce sera « La crise est un drame ». On décrit le drame. Et deuxième partie, « La crise est une chance ». Et là, il y aura la bonne nouvelle après la crise. Et
La bonne nouvelle après la crise, c'est le Puy du Fou, 1984. Et alors le Puy du Fou, pourquoi ? Parce que c'est un modèle yougoslave, autogéré, modèle associatif, un capitalisme sans capital, small is beautiful, il y avait tout le truc de la gauche caviar, etc. Et moi, j'étais couvert de laurier et la gauche caviar me portait comme une icône. Bon, à un moment donné, je dis stop, on arrête parce qu'il y a une ambiguïté quelque part. Mais si j'avais voulu être de gauche, moi, j'aurais réussi. Hein. Ça, c'est à côté d'une belle carrière. Voilà. Et donc, vive la crise. Et alors, Yves Montand, qui est venu ensuite au Puy du Fou, il m'a raconté les dessous de l'émission, c'est tordant. Et alors, il y avait Libération, qui a fait un numéro spécial à la gloire du Puy du Fou, etc. Pourquoi je vous raconte cette histoire ? Pas simplement pour l'anecdote qui est drôle, mais aussi parce que Mitterrand a dit il faut que le filigrane de l'émission s'assoie, on ne peut plus rien pour vous, l'État ne peut plus rien pour vous, il faut accepter la globalisation libérale. Donc c'est la fin du socialisme national, il faut accepter la globalisation libérale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le protectionniste est déclaré pécamineux par les démocrates chrétiens de l'ultralibéralisme et du mondialisme, Delors, Cantu et tous les autres. Et l'ouverture est une vertu. C'est la première de toutes les vertus. Ça donne quoi ? Ben, ça donne l'hémorragie des délocalisations, donc la fin de la classe ouvrière, et la nécessité de trouver une clientèle de substitution. Et c'est le coup de génie de Mitterrand, le deuxième coup de génie après l'émission. Il convoque ses proches, avec plus Bernard-Henri Lévy et quelques archontes du système, et il leur dit, voilà, je veux qu'on épingle dans toutes les écoles de France, à toutes les boutonnières de tous les élèves de France, une petite main jaune. En d'autres termes, la petite main jaune va remplacer l'étoile jaune. La petite main jaune va succéder à l'étoile jaune. Désormais, les migrants sont les nouveaux juifs. Le migrant va devenir le nouveau prolétaire, puisque les anciens prolétaires sont livrés à la mondialisation sauvage, sans aucun scrupule. Le peuple migrant devient le peuple élu, le nouveau peuple élu. Et donc, il y a une nécessité vitale pour la gauche d'avoir une immigration massive, pour avoir une clientèle qui compense la perte de clientèle du monde ouvrier qui a été liquidée par la mondialisation sauvage. Celui qui m'a raconté tout ça, c'est mon ancien prof d'histoire qui s'appelait Max Gallo. Et je ne sais pas si on a le temps de raconter ou on peut le faire une prochaine fois. Rapidement, s'il vous plaît. Max Gallo, il me dit, voilà, on était dans un avion à 10 000 km d'altitude, au-dessus des rizières de l'Inde. Et au-dessous de nous, il y avait la misère, les types qui barbotaient dans l'eau. C'était les Indiens. Et nous, c'était tout à fait différent. En bas, il y avait la misère. Nous, c'était le caviar. Il y avait Attali qui soufflait des formules au président de la République. Moi, j'étais le porte-parole de la présidente de la République, dont je notais. Et le sujet, c'était sus au capitalisme prédateur. Et alors, il y avait Attali, il y avait des petites secousses. Attali, il avait dans la main gauche, une flûte de Dom Pérignon, et il criait « Non au capitalisme sans entrailles », et dans l'autre main, il avait un toast de caviar de l'Oural. Et il y avait l'hôtesse qui essayait de servir, etc. Et il dit, j'avais envie de vomir, moi, le petit immigré italien qui voyait la France comme une parousie. Et j'ai compris ce jour-là ce qu'était l'hypocrisie d'État. Je suis parti. Vous terminez votre livre par un message d'espoir, Philippe Devilliers. Et c'est pourquoi je vous disais qu'il nous restait quand même un peu de temps. Quel est ce message d'espoir qui se dégage à travers ce livre ? D'abord, je voudrais dire que le pays s'approche de la béance. La désaffiliation est générale. Et je me souviens de plus en plus souvent
de Pierre Chaunu, qui me disait, en fait, pourquoi l'enfant est la ligne de flottaison de l'espoir d'une société. Parce que, ajoutait-il, quand il n'y a plus assez de transmetteurs, la transmission se perd, et de manière physiquement irrémédiable. Et cela préfigure un mouvement centrifuge de décivilisation. Nous y sommes. Homme d'un autre temps, je me sens devenir étranger à celui-ci. Je sais que quand je partirai, j'emporterai avec moi un monde aboli. Le pire exil, c'est l'exil intérieur, quand on ne retrouve plus le pays qu'on a aimé. Mais depuis ma tendre enfance, j'ai appris quelque chose au contact de mes parents et de mes proches. C'est qu'il ne faut jamais demeurer dans le premier sentiment et apprendre à toiser les météos brumeuses. J'ai pris la mesure de l'étymologie d'un mot au fil du temps. Le mot conservateur, qui veut dire sauveur. Et le conservateur, c'est quelqu'un qui se lasse de voir tant il y a de choses à sauver. Mais en même temps, c'est sa nature profonde, c'est son état, c'est son destin. Un conservateur, c'est quelqu'un qui divise sa journée en deux. Ça, c'est mon père qui m'a appris ça. Le matin, au réveil, il est un imprécateur pour ne pas perdre sa lucidité face au réel. Et l'après-midi, il se mue en un sauveteur pour vider sa poche d'amertume et être dans l'action. Un mot d'indignation le matin pour 2 mots de création l'après-midi. Et j'ai forgé à 18 ans une devise qui m'a sauvé dans la vie. Une société se sauve non pas par des mises en garde, mais par des réalisations qu'on accroche à contrepente. Au fil de l'histoire de France, de la longue histoire de France, il y a un mot qui revient tout le temps. C'est le mot, on l'a prononcé ici plusieurs fois, tout est perdu. Mais ce mot, il est tout de suite flanqué et démenti par un autre mot, tout est sauf. Rarement accolés, ces 2 mots marchent ensemble. Ce sont 2 millénaires de sémantique du relèvement. On s'affaisse, on se perd, on coule, on culbute, puis on se rétablit. Ce livre, je l'ai écrit pour les minoritaires. Pour tous ceux qui se sentent minoritaires, il se pourrait qu'ils fussent aujourd'hui majoritaires. Les minoritaires, ce sont les gens qui ont le sentiment d'avoir été volés. On leur a volé leur paysage, on leur a volé leurs souvenirs, on leur a volé leur voisinage, on leur a volé leur ferveur, on leur a volé leur amour de la France. On leur a volé tout ce qui fait le sel de la vie. C'est pour ces réchappés, ces rescapés, pour ces combattants survivants, pour les croisés des pérennités françaises que j'ai écrit ce livre. Pratiquant la survie, ils en apprendront les réflexes et la culture. Et ils projetteront leur ADN sur le pays tout entier. Quant aux morts vivants du système, ils seront balayés par le feu ardent de ces esprits rétifs qui développeront les nouvelles intentions françaises, à l'abri des anciennes peurs censitaires et bourgeoises. Et un jour, on verra. J'en suis convaincu. La génération est peut-être déjà là. On verra les jeunes Français des hautes nefs immémoriales, la lampe allumée derrière la porte, et on apercevra le petit rayon de lumière que nous attendons. Tout est perdu, tout est sauf.
tout est perdu, tout est sauf. Merci Philippe de Villiers. Merci à vous Geoffroy Lejeune. Mémoricide, donc, qui est désormais dans les librairies. C'était un plaisir d'être avec vous comme chaque vendredi soir. Dans un instant, c'est l'heure des Pro 2. À vendredi prochain. Merci Elliot, merci Geoffroy.